Bienvenue donc pour ce live consacré à la spécialisation et que j'ai intitulé l'illusion de la spécialisation. Est-ce que vous savez pourquoi c'est intitulé l'illusion de la spécialisation d'ailleurs? Vous êtes posé une question, vous êtes posé la question à ce sujet-là, selon vous? C'est une illusion. Ah oui, mais en quoi? Et d'ailleurs, c'est les illusions de la spécialisation. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, et on va peut-être commencer par ça avant que je vous raconte un petit peu ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui à ce sujet-là, qu'est-ce qui fait qu'on y pense à un moment donné, selon vous? Parce qu'on s'emmerde. Ouais, je prends. Parce qu'on veut s'appuyer sur ses compétences intrinsèques, tu vois, sur ce qu'on est, sur les compétences qu'on pouvait déjà avoir avant, par exemple. Ouais, ok. Pour se distinguer des autres. Pour se distinguer des autres, ouais. Mhm. On a toujours le même type de client. Donc, on s'emmerde de Cédric. Pour être plus aligné. Pour être plus aligné, ouais, ok. Effectivement, vous avez dans l'idée tous raison. Mais pourquoi je parle d'une illusion de la spécialisation, des illusions de la spécialisation? C'est quoi un spécialiste? C'est ça le début de la question. Quelqu'un qui fait que la même chose et est spécialisé dans un domaine. Ouais. Et à partir de quel moment on peut se considérer comme spécialiste? Quand on a que les demandes à ce niveau-là. Quand on est vu, reconnu pour être efficace dans ce domaine. Ouais. Kim, si tu parles, je ne t'entends pas. Le micro est coupé. Expert dans le domaine. Mais oui, mais expert d'un domaine, est-ce que vous mesurez le temps que ça prend? Ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que vous mesurez le temps que ça peut prendre de devenir un expert en fait? Ah, ça peut prendre du temps, ouais. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Même il y a certaines personnes ou même certains qui sont formateurs aujourd'hui que je connais qui ne se considèrent pas encore comme spécialistes d'un domaine. Pourquoi? Parce que la spécialisation, c'est vraiment quelque chose d'assez intrinsèque. Et c'est pour ça que souvent, je pense qu'il y a un élément de langage et de vocabulaire qui déconne. Alors oui, ça va dépendre de phases. D'accord? Pour certaines personnes, ça va être un choix réel. Ça veut dire que c'est comme une évidence. C'est-à-dire, j'ai côtoyé dans ma vie telle et telle problématique, telle et telle situation. J'ai décidé de faire ce métier-là pour aider les gens là-dedans parce que ça me porte, c'est une notion de valeur, c'est une notion d'état d'être. Et on va aller chercher effectivement une expertise et une spécialisation sur le sujet et à exercer dans ce domaine-là. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous, c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de faire ce métier à un moment donné. Ça peut être par rapport à une problématique ou une situation qui a été vécue ou sur lequel vous tenez vraiment, vraiment, vraiment à travailler dessus. On est OK là-dessus? Sur ce point-là? Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un choix réel. Ça vient presque naturellement, en fait. Quelqu'un qui devient spécialiste, et ça n'empêche pas qu'il va peut-être mettre des années à être vraiment spécialisé dans son domaine ou dans ce domaine-là, ça n'enlève rien, mais l'intention de départ, elle est déjà très claire. Puis, il y a la deuxième option, qui est au fil du temps et de la pratique, on se rend compte qu'effectivement, comme tu disais Fred, à un moment donné, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui ont connu pour reconnu, et qu'en plus, on a une sensibilité par rapport à ça, qu'on a envie de creuser, mais là aussi, ça prend du temps, quoi, je veux dire. Et on parle quand je parle du temps, ça peut prendre plusieurs milliers de séances. Donc, quand je dis milliers de séances, réfléchissez à ce que vous avez déjà fait comme nombre de séances jusqu'à aujourd'hui. Et là, on se rend compte que ça peut prendre du temps. Mais c'est souvent un truc qui revient sur la spécialisation pour avoir plus de clients. Ou parce qu'on est trop sur le marché. Ou ce genre de choses. Et ça, je l'entends, mais tout le temps. Et pourquoi j'ai parlé des illusions de la spécialisation? C'est que si on part du principe que soit c'est quelque chose qui, dès le départ, est en vous, ou qui vient naturellement, mais au bout d'un certain temps, d'un travail, d'une expertise, d'une récurrence, de formation, de ci, de ça, enfin, vous voyez, et bien, très souvent, quand on est au stade du début et qu'on parle de spécialisation, c'est là où je parle des illusions de la spécialisation. C'est de croire qu'en se spécialisant dès le départ, stratégiquement pour développer une activité, on rentre dans une illusion qui est majeure. Si vous dégagez quelque chose en tant que généraliste qui est peur de légitimité ou manque d'expertise, vous le dégagerez pareil si vous vous spécialisez sur un sujet. Ça ne changera pas.
Vous dégagerez toujours ce truc-là. Et c'est en ce sens où l'idée même d'une spécialisation, j'ai envie de vous dire, ça vient, avec vraiment le temps. Et beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc, avant d'afficher que vous êtes spécialiste de ci ou spécialiste de ça, j'ai envie de changer le mot. J'ai envie de parler de spécifique en communication. Et là, oui, c'est ce qui manque à tout le monde, d'être souvent spécifique dans la communication, de s'adresser aux gens, de les intéresser, de leur parler de ce qu'ils vivent, de parler de problématiques dont ils vivent. Et vous n'avez pas besoin d'être spécialiste du sujet pour ça. Vous pouvez le commencer dès maintenant, ce truc-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ce distinguo entre la spécialisation et la spécificité. Parce que des spécialistes, je peux vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment. Vraiment, vraiment, au final. Il y en a qui se spécialisent, mais dans le temps. Est-ce que vous êtes OK là-dessus? Petit rencadrage aussi sur un truc, notamment chez les hypnos, que je connais bien. Après, il y a d'autres types de pratiques, mais c'est « Ah, ça, je ne veux pas faire. » Ah non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Vous savez, cette espèce de filtre. Ça, j'accompagne là-dessus, mais je n'accompagne pas là-dessus. Est-ce que vous le faites par choix éthique ou est-ce que vous le faites par fuite? Non, mais on peut ne pas être à l'aise dans certains domaines. Ah oui, pour ça que je pose la question. Voilà. On peut être à l'aise avec certains domaines. Typiquement, ça me touche trop. Ou c'est un truc où, franchement, dès que je vois, je suis en mode jugement triple XL, c'est même pas la peine. Et là, on peut se dire, OK, là, stratégiquement, c'est pas OK pour moi d'accompagner ce genre de personnes. Très bien. Je sais que dans un autre domaine, quand je faisais de la radiesthésie à l'époque, donc je m'amusais avec mon pendule, mon truc et tout, mais c'est pas parce que j'arrivais à trouver des choses avec mon pendule que j'arrivais à toujours tout trouver. C'est-à-dire qu'en médical, par exemple, j'y arrivais pas. Il y avait des recherches d'objets, j'avais du mal, j'étais pas assez affûté. Et pourtant, je me démerdais bien au pendule, tu vois. Donc, on peut avoir des affinités, on peut avoir oui, non, tout simplement des affinités avec tel domaine ou pas. Et là, et c'est là où tu fais du n'importe quoi quand tu n'as pas d'affinité que tu fais quand même. Voilà, ou qu'il y a de trop grosses résonances ou ce genre de choses. Et après, l'affinité, c'est intéressant de se poser la question, et j'ai envie de souligner ce point-là là, dès maintenant. C'est que, si vous ne le faites pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me dérange vraiment ou qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Je vais prendre un exemple tout bête qui est très souvent sur l'arrêt du tabac ou la perte de poids. J'en entends une quantité astronomique qui me disent je ne veux pas faire d'arrêt du tabac ou je ne veux pas faire d'arrêt du tabac et perte de poids. Pourquoi, d'après vous? Parce que les résultats sont visibles rapidement, donc si on se plante, ça va vite. Bingo. Donc, ce n'est pas une question de problématique, c'est une question de posture vis-à-vis de l'attente client. Et ça, il n'y a pas de secret. Travailler sa posture. Il y a des types, de toute façon, prenez des gens comme Laurent Bertin, par exemple, ou d'autres, qui vont travailler spécifiquement sur la posture, qui vont travailler spécifiquement sur l'expertise, ou d'autres qui vont travailler en supervision, comme Jean Dupré, par exemple, qui fait des supervisions, ce genre de choses. Quand vous voyez ça, là, c'est autre chose. Et j'ai envie de vous dire, si vous le faites parce que vous avez la pétoche de ne pas atteindre le résultat, le nombre de problématiques que vous allez accompagner, il va faire comme ça, voire quasiment zéro, parce que je ne sais pas ce que vous pouvez vraiment garantir. Il y a des choses qu'on peut garantir, et on va en parler après en communication, bien sûr, parce que c'est la manière d'amener les choses, et qu'est-ce qu'on peut promettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre. Mais si vous faites un choix de spécificité, de spécialisation de ça, moi je ne fais pas du tabac, ou je ne fais pas ci, ou je ne fais pas ça, interrogez-vous, est-ce que c'est une éthique personnelle? Par exemple, sur les fumeurs, ça fait... de toute façon, pour moi, tous les fumeurs, c'est des cons. Voilà, si vous avez ça à l'intérieur, ça va être très très compliqué d'accompagner les fumeurs, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si vous vous dites, ah ouais, non, mais les fumeurs, ils font chier parce qu'ils veulent arrêter en une séance. Ah, ça, c'est un problème de posture, c'est un problème de supervision, c'est un problème de cadre, c'est un problème qui est tout autre et qui va justement, à mon sens, qui doit être réglé, parce que c'est ça qui va vous faire vous développer en tant qu'accompagnant et en tant que thérapeute. C'est pas fuir les problématiques qui vous font chier parce que vous n'arrivez pas à poser un cadre, on est d'accord. Et pour moi, il est important ce distinguo-là, parce que souvent on se dit je veux être spécialiste parce que ça, je ne veux pas le faire, sauf qu'on ne le fait pas pour les mauvaises raisons, des raisons de je fuis mon travail et ma posture de thérapeute, plutôt que de le faire par vrai choix éthique. Moi, par exemple, j'ai refusé d'accompagner des alcooliques parce que j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait représenter, je me suis rendu compte du chemin qu'il fallait faire pour pouvoir accompagner ce genre de personnes, et je ne me sentais pas du tout de vouloir le faire. J'ai certes fui, mais j'en ai accompagné un paquet avant de fuir, pour me dire,
pas pour moi, problématique trop lourde, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Mais j'en ai fait l'expérience. Et là, il n'y a plus choisir. Et je me suis interrogé, le verrez pourquoi derrière. Vous sentez le truc, la différence quand même? Alors souvent, arrêt du tabac, perte de poids, ben, posez votre cadre. Posez quelque chose et vous allez voir, peut-être que ça va même transformer la séance avec la personne. Ça va là-dessus? Ça fait déjà 15 minutes. 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Ou des remarques à faire, ou des partages d'expérience, ou des trucs où vous êtes en train de vous rendre compte, merde, en fait, j'ai décidé de ne pas accompagner ce genre de personnes parce qu'en fait, j'ai juste les boules de pas atteindre, qu'ils n'atteignent pas le résultat. Oui, ben c'est ça, en fait. Je pense qu'on a peur de peut-être de pas atteindre le résultat et que la personne, bon, bah, après, si ça parle autour d'eux, bah, ils vont dire, bah, non, elle est nulle. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est très égocentré, on est quand même d'accord. Voilà. Ah oui. C'est normal, hein, je veux dire, on passe tous par là. Moi, le premier, je suis passé par là. Mais l'idée, c'est d'en prendre conscience dans le choix de ce pourquoi on va décider ou non de prendre certaines problématiques et qui amènent automatiquement la plupart des débutants. Et je dis vraiment des débutants. Pour moi, débutants, c'est les 2-3 premières années de pratique. Hein. Je parle de pratique, 3 ans. Enfin, après, c'est personnel. Hein. Mais moi, je vois un peu comme ça. Et encore, ça peut prendre plusieurs autres années. On apprend toujours, mais qui fait que l'idée de je me barre en me disant il faut que je sois spécialiste pour avoir plus de clients, c'est le piège et l'illusion totale et absolue. Vous n'aurez pas plus de clients si vous êtes spécialiste. Par contre, vous aurez plus de clients. Et là, on en vient à la partie qui m'intéresse aujourd'hui de vous transmettre, si on devient spécifique dans sa communication. D'accord? Est-ce que vous comprenez? J'ai vu ta question, Nathalie. Est-ce que vous comprenez ce que j'entends par être spécifique? Oui. Mais toi, tu triches. Oui, mais j'aime bien t'écouter. Gourmande. Mais du coup, et les autres, est-ce que vous savez de quoi je parle? Et si oui, expliquez-moi, juste pour voir ce que vous en pensez. Au niveau commercial? Quand je te dis il faut être spécifique avec ses clients plutôt que spécialiste, quelle est la différence que vous faites? Enfin, du moins, surtout, les spécialistes, j'ai expliqué, mais spécifique, selon vous, ça veut dire quoi? Communiquer Un peu plus, ouais. communiquer spécifiquement vers cette clientèle-là, avec un discours adapté à cette clientèle-là. Enfin, oui, axer sa com, en fait, sur la cible, j'ai envie de dire. S'adresser aux gens. Et oui, c'est vraiment, et je pense que j'en mettrai des louches sur tous mes lives de ce truc-là, de toute manière. Parce que vous avez beau être spécialiste, si en plus vous êtes encore égocentré sur votre truc et vous parlez que de votre pratique et de comment vous travaillez bien, les gens, ils s'en foutent, quoi. Là, quand on dit être spécifique, c'est dès le départ dans sa communication, on peut être spécifique. Alors oui, quand on a des multiples problématiques, comment on peut être spécifique dans sa communication? On peut être spécifique et on peut être très généraliste sur un site internet, par exemple, en disant voilà, moi j'accompagne tel grand domaine, tel grand domaine, tel grand domaine. Voici les différentes applications. Mais en le présentant, on peut s'adresser aux gens quand même. On peut parler de situations concrètes, d'éléments contextualisés, pas de choses complètement dissociées et jargonisées qui n'amènent finalement aucune possibilité à la personne de s'identifier à ce que vous racontez. Donc, être spécifique dans sa communication, pour moi, c'est s'adresser à ce que vit la personne. D'accord? La personne n'est pas confrontée à une problématique de croyance limitante. Elle n'en sait rien du tout. Et c'est ce que je lis sur tous les sites web. La personne, elle n'en a rien à faire de savoir qu'elle a les ressources en elle. Et c'est ce que je lis sur tous les sites web. Ou même quand je vous entends présenter ce que vous faites. Donc, dans l'idée d'être spécifique dans sa communication, c'est que la personne puisse savoir de quoi vous parlez et surtout qu'elle se le dise. Ah ben oui, ce qu'elle est en train de me raconter, moi, je le vis tous les jours quand je rentre chez moi. Ou tous les jours quand je suis dans telle situation. Ou tous les jours quand je suis là. Deuxième élément de spécificité, pour moi, c'est dans vos actions de communication. Ça veut dire qu'on peut envisager flyers, affiches, publicité Facebook, articles de blog, ateliers, soirées, qui soient spécifiques sur un sujet. Ça ne fait pas de vous un spécialiste. Cependant, vous allez probablement attirer et susciter l'intérêt chez des personnes qui vont être concernées par le sujet que vous allez évoquer.
Quand bien même sur un site, on a une généralité absolue. Donc, on est d'accord que spécialiste, c'est expertise, ça prend du temps, on travaille la posture, on travaille tout ça, etc., etc. Spécifique, c'est on va simplement parler aux gens de ce qu'ils vivent dans notre communication, quand bien même vous pouvez accompagner toutes les problématiques de la Terre avec ce que vous faites. Ça va, c'est clair là-dessus? Donc, arrêtez de vouloir vous spécialiser trop vite ou de croire qu'il faut vous spécialiser trop vite. D'accord? Parce que c'est un leurre, en fait. Et une fuite, généralement. Parce qu'on allait bien dans les pétoches. Et c'est normal. Je fais pareil. Hein. Donc, je ne critiquerai jamais. Hein. À force d'être spécifique, on n'est pas spécialiste. Je trouve que la limite, elle est très faible. Enfin, la ligne entre les deux, c'est, à part le temps, à part la notion de temps dans le spécialiste, mais la personne qui va dire, moi, je suis spécifique dans le truc, enfin, ça, c'est ma spécificité. L'autre qui dit, je suis spécialiste. Est-ce que dans les oreilles des gens, ils peuvent faire une grande différence? La différence chez les gens, on s'en fiche un peu, pour être honnête. Ce qui va intéresser, c'est de savoir que la personne, en vous lisant ou en rentrant en votre contact, sache que vous pouvez être une solution à son problème. Plus vous allez travailler une communication spécifique. Et ça, c'est un petit peu le truc qu'on oublie quand on travaille sa com et qu'on travaille le marketing. Je vous renvoie au replay sur le marketing. C'est que vous allez développer votre expertise. Parce qu'à force de vous intéresser de ce que les gens vivent, comment ils parlent de leurs problèmes, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, et toutes ces choses-là que vous allez placer dans votre communication, que vous allez écrire sur vos sites web, que vous allez mettre en titre de vos ateliers, ou mettre sur un flyer, ou une publicité, ou un article de blog, j'en sais rien. Plus vous allez travailler ça, et plus automatiquement vous allez développer une expertise. Parce que vous serez entre guillemets enquiquiné à comprendre ce que vit la personne dans son univers à elle et dans son problème à elle. Donc oui, je vais répondre par la positive à ta question, Fred. Oui, tu deviens spécialiste à force d'être spécifique dans ta communication, d'une certaine manière. Après, le positionnement de spécialiste, c'est-à-dire je ne fais que ça, à mon sens, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Sauf ce que j'ai évoqué au début, où là, c'est d'une évidence absolue, ça correspond au parcours de vie, tu as déjà une expertise triple XL sur le sujet, tu as appris un outil qui te permet juste d'aider le truc que tu connais par cœur. Mais j'exclus ce cadre-là de ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que c'est rare. Vraiment. J'en rencontre très, très peu. Pratiquement une personne sur 20, sur 15, qui est déjà dans un profil comme ça. Ça répond à ta question, Frédéric? Ouais, cool. Super. Les autres, est-ce que vous sentez ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que ça vous parle? Ça vous éclaire? Ça résonne. Ouais, moi, par contre, on me pose souvent la question quelle est ma spécialité? Il y a limite un présupposé. Ah oui. Donc moi, j'ai tendance à répondre que je suis spécialisée dans ma manière d'accompagner, de plus travailler, d'expliquer comment j'ai été formée et comment j'accompagne les personnes. Il n'y a pas de bonne ou de... Non, c'est... Pour répondre à ta question, je dirais que quand tu es spécialiste de quoi, tu as plusieurs manières de répondre. Soit tu dis, je n'ai pas forcément de spécialité, après j'ai des sensibilités sur plus ou moins certaines problématiques que j'ai plus l'habitude d'accompagner que d'autres, ce qui est probablement vrai. Tu peux te positionner sur de la spécialisation en disant que tu n'es pas expert du domaine, mais que tu as énormément de demandes sur ce sujet-là. Mais après, c'est jouer sur les mots. Si quelqu'un te demande, d'ailleurs, ce serait intéressant de se demander dans quel cadre on t'a demandé ça. D'ailleurs, on t'a demandé ça dans quel cadre? C'était ou des professionnels ou des clients. Les clients, dans quel cadre? Pour savoir qu'est-ce que je pratiquais. Si j'avais déjà... À mon avis, c'était plus est-ce que je connaissais bien ce cas-là, par exemple? D'accord, donc il y avait déjà une demande de base sur un sujet sur lequel on te demandait si tu étais spécialisé. Ouais, voilà. Du côté client, je veux dire. Ouais. Dans ce cadre-là, j'ai envie de te dire, tu réponds la vérité, quoi. Est-ce que tu as de l'expérience ou non sur le sujet, ou est-ce que c'était arrivé d'en accompagner? Et après, tu peux les renvoyer sur, de toute manière, que j'ai l'habitude ou non de travailler, dans l'idée, voilà mon approche. Là, tu peux exposer ton approche, et c'est à ce moment-là que la personne adhérera ou non à ton approche et s'engagera ou non avec toi. Ouais.
Mais ça rassure le client de dire on est spécialisé là-dedans. Oui, après, le problème, c'est que tu vas tomber dans le piège de imagine tous tes clients qui t'appellent te posent la question. Tous. Oui, Tu fais comment? C'est là qu'il faut d'ores et déjà, à mon sens, apprendre à leur. Pour moi, c'est pratiquement une objection client à laquelle il faut répondre. Ah oui, mais je ne m'engage pas avec toi si tu n'es pas spécialiste du sujet. Ça va être compliqué d'être spécialiste de tous les sujets. Comment je fais sauter ça? Ouais. Typiquement, pour faire sauter ça, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Tu lui dis, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes sur tel sujet, comme sur tel sujet et tel sujet. Après, dans l'idée, pour moi, mon approche, elle est comme ci, elle est comme ça, je travaille comme ci, je travaille comme ça. Et la personne, elle adhère ou non à ta manière de travailler. Parce que très, très rares sont ceux qui, même ici, là, aujourd'hui, on est une trentaine, vont me dire, je suis spécialiste d'un sujet. Pourtant, vous pouvez tous être confrontés à cette question, est-ce que vous avez de l'expérience ou est-ce que vous avez ces spécialistes du domaine? Et probablement que dans beaucoup de cas, vous n'en aurez pas. Ouais. Donc, lever cette objection de la spécialisation, pour le coup, est un travail absolument fondamental en communication. De rediriger la personne après vers finalement ce qui fait ta force. Et ta force, c'est ton approche, c'est peut-être tes outils, c'est peut-être aussi de te dire, vous savez, moi, ces sujets-là, je ne connais pas du tout et je ne le sens pas. C'est possible, tu as aussi le droit de le dire. Moi, j'ai tendance à dire au début, il faut dire oui à tout, sinon on ne sait pas. Mais... Ouais. C'est vrai, en général, je réponds plus sur ma manière d'accompagner, parce que moi, quand je me forme en plus, c'est plus pour avoir d'autres outils, pour aller à l'essentiel, et pas spécialement sur des thématiques précises, donc je réponds là-dessus, quoi. Oui, c'est presque, et tu as raison, hein, c'est presque dire la spécialisation n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la manière dont j'accompagne les gens. C'est ça, voilà. Et pour les professionnels, là, tu peux faire preuve d'adaptabilité en fonction des personnes que tu as en face de toi et du type de professionnel. Ok. C'est de savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser, eux, par rapport à ce que tu fais, et si oui ou non, tu peux y répondre. Je trouve ça aussi plutôt chouette, au bout d'un certain temps, d'être capable d'exprimer là où vous avez plus d'expérience qu'à d'autres endroits. Pourquoi? Parce que ça va mettre en valeur l'endroit où vous avez plus d'expérience par rapport aux gens que vous avez en face de vous. Typiquement, de pouvoir dire, là, je n'ai pas trop d'expérience, je n'ai pas eu beaucoup de monde. Mais après, c'est vrai qu'avec ma pratique, de toute manière, moi, ce n'est pas des sujets qui forcément sont problématiques à accompagner. Cependant, sur tel type de sujet, là, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'expérience et plus l'habitude d'accompagner les gens. Ce qui fait épreuve souvent par rapport à l'engagement des gens qu'on a en face de nous. On fait plus facilement confiance à quelqu'un qui reconnaît là où il est moins bon. Oui, c'est ça aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas bon partout. Celui qui dit qu'il est bon partout, c'est comme quand tu vas au restaurant et que tu as 48 plats à disposition. Tu sens bien que ça ne sent pas le fait maison tout de suite, là, maintenant, dans l'instant. Tu vois. Ouais, j'ai l'impression que la question présuppose un peu ça. C'est si on dit qu'on fait un peu tout, c'est qu'un peu on n'est pas bon partout aussi, quoi. Il y a des sujets où on est forcément moins bon. Ouais. Moi, typiquement, c'est ce que je disais sur la perte de poids. Moi, je n'étais pas bon là-dessus. Je me considérais comme... je sais pas, c'était pas trop mon délire. J'en ai fait pas mal, mais ça me m'excitait pas plus que ça. Je le disais, je dis, sur la perte de poids, j'ai moins de sensibilité par rapport à ça. Par contre, sur tel et tel sujet, là, par contre, j'en fais des louches. Et ça posait quelque chose. Okay. Et après, j'expliquais mon approche et j'ai des personnes qui sont venues en perte de poids en leur expliquant comme ça. D'accord, ok, Parce qu'ils ont adhéré à l'énergie, ils ont adhéré au discours et à l'approche, et ils ont aussi adhéré à l'authenticité du truc. Okay. Même si tu leur as dit que c'était pas non plus ton point fort, quoi. Ouais. Ok. Ça peut arriver. C'est pas arrivé tout le temps, mais c'est arrivé. Okay. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que l'illusion de la spécialisation, pour moi, c'est de croire qu'on peut le devenir rapidement et qu'on peut se le dire rapidement. On peut dire sur un site internet mes spécialités en disant 3, 4, 5, 6 sujets. Tu vois, c'est-à-dire mes spécialités, ça peut être pris comme mes domaines de prédilection, tu vois. Mais de là à se déclarer comme spécialiste et de communiquer uniquement sur une spécialisation, il y a une marge énorme. Ouais, il faut le faire si on a la clientèle qui est déjà là, quoi. Tu réponds en quelque sorte au présupposé de la spécialisation. Si tu as la clientèle qui est déjà là, c'est que tu commences, comme disait Fred tout à l'heure, connu, reconnu sur le sujet, que tu as accompagné du monde là-dessus, que ça vient tout seul, et puis à un moment donné, tu as juste à dire, j'ai le cas sur le révélateur, j'ai 2-3 personnes comme ça qui ont fait la bascule de la spécialisation cette année, mais c'était évident.
Moi, j'ai juste eu besoin de dire, mais t'attends quoi là? Et d'accepter de dire non aux autres qui appellent. C'est tout. Bon, c'est tout. Il faut le faire, mais c'est la pétoche. Mais l'univers s'occupe du reste. Mais donc, du coup, mais tu vois, c'est des années de pratique. Tu vois. C'est même des années à sentir que je vais là-dessus, mais non, ça m'intéresse. Finalement, je vais continuer à faire ça. Mais ça fait des allers-retours jusqu'au moment où l'étau se resserre et où la spécialisation devient une évidence. Ok. Merci. Mais attention à la fuite de la sélection de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Ça, c'est le plus gros piège. D'accord? Parce que si vous avez la pétoche de ne pas atteindre le résultat dans tel ou tel truc, vous continuerez à le dégager à d'autres endroits et ça se sentira. Donc finalement, c'est le chien qui se mord la queue. Et là aussi, il y aura un effet d'entonnoir où le mur, vous le prendrez à un moment donné parce que le problème de l'attente, de la recherche de résultats, de la reconnaissance de la qualité de ce que vous faites ne sera pas travaillé, ne sera pas réglé. Ça va? Ouais. C'est avoir peur de ne pas réussir, quoi. Oui, et souvent on fuit les problématiques parce qu'on a peur de ne pas réussir. Ouais. Et réussir à quoi? C'est quoi réussir? Je vais vous partager un échange que j'ai eu sur le forum là, du groupe de travail, où dans une des formations, je dis un garagiste, quand on va le voir, il nous promet de changer notre pneu et on y va et on change le pneu, la promesse est atteinte. Et j'ai dit, nous, c'est pareil. Nous, les gens, ils ont besoin de savoir quels résultats ils vont avoir avec nous. Et là, il y a un des membres qui me dit, mais t'es gentil, la personne, elle ne vient pas, je lui règle son problème et elle se rebarre. Hein. Ça, je ne peux pas le garantir. Je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que toi, tu peux promettre? Qu'est-ce que nous, on peut promettre? D'utiliser tous les outils qu'on a en notre possession pour l'aider. Oui, mais ça, c'est un moyen. Un moyen qui permet quoi? Moi, en général, je promets que la personne va avoir plus conscience de ce qui se passe en elle qu'avant, par exemple, et que ses perceptions de ce qui se passe vont changer. Ok. Donc, tu promets qu'il va y avoir un changement, mais tu ne promets pas lequel. Et en plus, tu promets une meilleure connaissance de soi. Pourquoi pas? Donc, si la personne en face, elle est en recherche de ça, elle adhérera à ta promesse. Parce que ça, tu peux dire, je peux vous garantir que le regard que vous aurez sur vous-même ne sera plus le même. Vous saurez beaucoup plus comment vous marchez, vous saurez beaucoup plus comment ça se passe à l'intérieur de vous. Ok, la promesse, la connaissance de soi, très bien. C'est une promesse. Et ça, effectivement, on peut le garantir. Si c'est comme ça que tu travailles. Donc, comme le garagiste, on peut promettre aussi des choses. Sauf qu'à la personne, moi, ce que je disais pour les arrêts du tabac la plupart du temps, je disais, moi, je ne sais rien si vous allez arrêter de fumer avec moi. Je ne sais rien du tout. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que la clope, vous ne la verrez plus comme avant. Après, que vous ayez envie de continuer ou non, ça vous regarde. Mais je peux vous dire que votre rapport à la clope, il va changer. Parce que ça, c'était sûr. Dans ma manière d'accompagner. Parce que je travaillais sur le rapport à la cigarette, le doudou, tout ça, machin truc. La béquille, enfin bref, tous les ancrages, les liens. C'est plus pareil quand tu vois la clope comme la manière d'exprimer le souvenir que tu as de ton père qui est décédé, par exemple. C'est une séance qui m'avait marqué. Ouais, ça arrive souvent, ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Je me rappellerai toujours, le type, il arrive, il me dit, la clope, elle ne me sert à rien, je vais juste arrêter de fumer, c'est une mauvaise habitude. Je suis là, ouais, bien sûr. Et je la questionne un peu, et à la fin, c'était en transe, ce type, il ouvre les yeux, il fait, putain, mais en fait, je me rends compte que je fume, parce qu'à chaque fois que je fume, ça me fait penser à mon père qui est mort. Voilà, ton rapport à la cigarette a changé. Promesse atteinte. Vous voyez l'idée de ce que c'est de pouvoir promettre. Bon, là, je dérive un peu du sujet, mais c'est de voir comment, par rapport à cette problématique de peur de ne pas atteindre le résultat, comment finalement, il faut juste recentrer qu'est-ce qu'on peut promettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre à ce qu'on va faire. Si on fait des massages, par exemple, on peut promettre qu'à la fin, vous allez vous sentir divinement bien pendant plusieurs heures et que ça risque de changer votre semaine, par exemple. Après, il faudra revenir. À chaque fois, vous aurez un coup de mou. Mais j'en sais rien, tu vois, par exemple. Barbara, tu voulais dire quelque chose? Je t'entends pas. Ah oui, voilà. Justement, alors moi, je patauge au moment où donc j'explique aux gens comment je peux les aider à sortir de leur situation actuelle, dans le stress ou l'angoisse. Par rapport au couple, c'est plus les représentations amoureuses, des choses comme ça. Et à un moment donné, les gens me questionnent et je finis par rentrer un peu dans le truc
au lieu de m'intéresser à eux et de leur expliquer un peu le truc. Et je sens que parfois, en fait, ils ont peur en se disant, mais waouh, en fait, je vais être transformée. Elle va me passer la machine à laver, je vais ressortir comment? Et il y a une espèce d'inquiétude, parce qu'en fait, je m'emballe, je leur dis tout ce qu'on peut faire ensemble, comme c'est intéressant et tout. Et là, je me dis, non, j'en ai trop dit. Et donc, je sens qu'il y a un endroit où je ne suis pas très juste par rapport à… Alors là, on parle d'un sujet qui n'est pas forcément dans le thème du jour, mais qui est comment lever les objections clients. Là, typiquement, c'est ce qu'on va faire pendant 2 jours. Ok. C'est ce qu'on va faire pendant 2 jours pendant le stage du mois de mars, là, le 19 et 20 mars. On va travailler que là-dessus, à être spécifique sur sa communication, bien sûr, à adapter notre discours, mais surtout à apprendre à lever les objections de manière rapide. Parce que c'est quasiment… De toute façon, que ça soit en séance c'est clair. Bien sûr. en communication, c'est pour ça que pour moi, les deux, c'est idem. Apprendre à lever des objections qui sont en fait des peurs. Des peurs, bien sûr. C'est la base. Et arriver à les lever en quelques phrases, en quelques mots, avec quelques analogies, ça, c'est quelque chose, si tu ne le bosses pas, tu ne peux pas l'inventer. Ça ne peut pas sortir tout seul. C'est impossible. C'est costaud. C'est pour ça que là, pendant les 2 jours, on va faire la liste, crac, et on va tous les bosser en sous-groupe et tout pour que chacun reparte avec les analogies qu'il faut, quoi. Ça se bosse, il n'y a pas de secret. Donc, j'ai beau me répéter, le raconter tout le temps, les personnes le bossent. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on se fait une masterclass et puis basta. Yes, ok. Et là, par exemple, typiquement, si on prend cet exemple-là, l'objection du oulalalala, 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 comment on pourrait la lever? Moi, je dis souvent, au pire, ça vous fait du bien et au pire, ça vous fait pas de bien, mais vous prenez pas beaucoup de risques. Enfin, je dis mieux que ça, là, c'est sorti n'importe comment, mais… Mais en fait, comme j'ai tous les parents d'élèves là, à la sortie du lycée qui préparent le bac, en fait, les parents, ils déversent plein de trucs qui sont liés soit au stress de leurs enfants pour le bac, soit à leur vie à eux, parce que tout se mélange au moment du bac. Et là, effectivement, j'ai pas su réguler leur peur. Et je crois que j'en ai même inquiété certains, je crois, en fait. Donc, on est bien dans ce que tu dis, c'est une histoire d'objection. Non, j'arrive pas bien à… Et l'objection, c'est quoi? L'objection, c'est quoi? Il y en a un qui m'a dit « Ouh là là, mais ça va vachement me déstabiliser tout ça. » Alors que le but, c'est au contraire qu'elle aille mieux et qu'elle soit rassurée. Quoi. Et là, il faudra une petite analogie sympa pour montrer que c'est en déstabilisant qu'on restabilise. Ça veut dire quoi? C'est que c'est le chaos qui recrée de l'ordre, c'est en sortant de… Enfin, oui, ok, c'est la tempête. Après la faut trouver. Et derrière, il faut trouver les présupposés. Revient le calme. Je jouais au Capla l'autre jour avec mon fils, et puis je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on commence à placer des pièces de travers, ça va être compliqué que ça tienne. Alors des fois, il faut un petit peu déconstruire une certaine partie pour pouvoir la reconstruire de manière plus stable. Et du coup, la tour, elle est allée beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Ouais, super, ça c'est bon. Ça. Exemple. Ouais, super. Tu vois, et si vous n'avez pas ça en stock, ça va être très compliqué dans votre communication pour le coup. Ferme la parenthèse sur les objections. Ok, merci beaucoup. De rien. Pas mal sur les Capla, je viens de la trouver. Après, il peut y avoir des présupposés aussi. Ça veut dire que le présupposé de la tour en Capla, c'est qu'à un moment donné, forcément, elle se casse la gueule. Donc, ça, il faut le lever aussi. Alors, vous allez me dire qu'elle va probablement se casser la gueule, mais c'est juste pour l'exemple. Ouf, désactivé. Par exemple. OK. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Spécialiste, spécifique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez surtout comment vous pouvez l'appliquer aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans votre communication, dans votre approche à vous? Ou qu'est-ce que ça vous évoque? Ou qu'est-ce que ça vous questionne? Allez-y. L'idée, c'est d'échanger autour de ce sujet-là. Ça vous évoque rien. Puis tout le monde s'en fout, au final. C'est pas grave, quoi. Moi, je veux bien reparler. Si je saoule, il faut me le dire. Non, mais il faut me le dire. Mais je vais prendre… Attends, Deco, j'ai une question de Léna. Je vais en profiter, après on reviendra sur toi. Ça change le quotidien pro. Les objectifs changent. C'est-à-dire, Léna, les objectifs changent. Si tu peux me répondre dans le chat ou au vocal, si tu peux. Parce que t'es dispo. Ouais, je peux répondre au vocal. Vas-y. Bonjour tout le monde. Salut Léna. C'était pour répondre à qu'est-ce que ça fait quand on décide de devenir spécifique sur un sujet. Qu'est-ce que ça change? Ça change au niveau du quotidien pro. On va pas aller peut-être lire les mêmes livres. On va pas aller communiquer de la même manière.
on ne va pas développer son expertise de la même manière. Parce qu'il y a une différence, effectivement, et je te remercie, entre lire un bouquin spécialiste, de spécialiste, tu vois, genre, là, tu vois, j'ai attaqué Attached, tu vois, en anglais en plus, sur toutes les toutes les problématiques d'attachement. Donc, c'est intéressant de lire, il y a des notions d'expertise, il y a quelques exemples. Donc, ça peut alimenter quelque chose. Et ce qui vous alimentera, c'est d'être au contact des gens, c'est de voir comment ils en parlent. C'est de voir comment eux, quand ils vous appellent, par exemple, et qu'ils ont des problématiques d'attachement, quels sont les mots qu'ils vont utiliser, quel est le problème qu'ils vont exprimer. C'est de trouver tout cet intérêt-là. C'est pour ça que je dis, s'il vous plaît, essayez un maximum, surtout en début de pratique, d'avoir les gens au téléphone, de discuter, de les questionner, de poser des vraies questions, en fait, des questions un peu naïves par rapport à la problématique qui vous présente, plutôt que tout de suite partir bille en tête en vous disant j'ai tout compris et puis c'est parti, quoi. D'ailleurs, ça ne marche pas rien en séance. Et donc, du coup, c'est d'aller chercher vraiment dans le quotidien, peut-être de vous intéresser à comment ça parle de tel et tel sujet sur un groupe Facebook. Quels sont les livres qui ont été écrits sur le sujet et comment les gens y commentent en fait ces livres-là. Par exemple, dans Amazon, il y a plein de commentaires en dessous des bouquins, de voir un petit peu comment ils en parlent, ce qu'ils disent. Et tout ça, ça va alimenter finalement votre expertise. Ça va alimenter une communication qui sera plus spécifique. Tu vois ? Donc oui, c'est exactement ça, Léna. Je pense que ça change aussi les objectifs d'un petit peu de développement, d'aller chercher de l'information et de la manière dont on aborde aussi sa communication. Je veux dire, si vous commencez à être spécifique dans vos communications, des flyers généralistes ou une publicité généraliste, vous en ferez beaucoup moins. Vous ferez plus de choses spécifiques qui vont parler d'un sujet, d'un autre, d'une situation, d'un contexte, d'un type de problématique, qui vont permettre en fait aux gens de plus facilement s'identifier à ce que vous faites. Et c'est là que vous ferez une vraie différence. C'est dans votre manière que les gens vont avoir de s'identifier à votre problème. D'accord ? Donc, soyez spécifique sur plein de sujets. C'est vachement intéressant. Et vous ferez le tri après. Quand vous en aurez accompagné des dizaines et des dizaines et que ça vous saoulera et que finalement, ce n'est pas votre truc, là, à ce moment-là, vous pourrez dire que ça, vous ne le faites pas ou non. Et pas l'inverse. Sauf, comme on disait avec Fred tout à l'heure, raide, mort. Jamais de la vie. Je ne veux pas pour des raisons qui sont beaucoup plus personnelles, à mon sens. De valeur, de positionnement. Croyance aussi. Alors, si on est spécifique sur les flyers, ils vont faire 3 mètres de long. Hein. Bah non, tu vas en faire 10 plutôt qu'un. D'accord. Eh oui. Bah oui, parce que spécifique pour chaque problématique, afin que ça parle à chaque personne, et tout le monde a des différentes problématiques en fait. Donc, eh oui. C'est là où spécifique, tu peux être sur un grand thème, tu peux être sur une problématique ciblée, mais tu communiqueras peut-être pas au même endroit de la même manière. D'accord. Typiquement, si tu te dis, je décide de faire un flyer et de le déposer chez un cabinet de médecin, parce que mon médecin, il est OK, c'est un copain, tout ça, machin, il me dit, c'est bon, pose tes flyers ou pose son affiche dans mon cabinet, admettons. L'idée, ça va être de se dire, la personne qui a les fesses dans le cabinet de médecin, en quoi l'hypnose pourrait l'aider par rapport à quelque chose avec lequel j'ai un début de sensibilité, j'ai travaillé un petit peu quand même sur le sujet et j'ai envie d'attirer du monde là-dessus. Ok. Est-ce que c'est sur la gestion des douleurs chroniques? Est-ce que c'est sur la gestion du stress et de l'anxiété? Est-ce que c'est pour les hypochondriaques? J'en sais rien du tout, tu vois. D'accord. Mais c'est là où finalement, vous aurez plus de chances d'avoir du monde en étant beaucoup plus spécifique dans ce que vous faites et par là même, vous développerez votre expertise des sujets. Et du coup, vous pourrez peut-être devenir spécialiste d'un sujet. Enfin, le tabac, à la fin, mais moi j'en faisais tellement, je ne me suis jamais dit spécialiste du tabac, mais à la fin, les gens ils m'appelaient, je leur racontais leur vie. Parce que je connaissais tellement le truc, j'avais tellement entendu les mots, et c'était toujours les mêmes trucs, c'était toujours les mêmes machins, que je posais des questions directes, je disais, laissez-moi deviner. Ils me disaient, bah ouais, comment vous savez? Et parce que j'avais juste écouté et que j'étais devenu spécifique dans ce que je racontais aux gens, et que j'étais sorti de la généralité de ce que je racontais, en fait, qui était pénible, pompeux et chiant, quoi. Prenez les sites web, c'est chiant la plupart du temps. Je me répète tout le temps, je suis désolé, mais c'est important. C'est good là-dessus? Est-ce que vous avez des questions autour de la spécialisation ou des personnes qui seront peut-être en phase de se dire je vais peut-être passer le cap de la spécialisation, alors je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je vais perdre des clients si je me spécialise? J'ai eu ça comme question cette semaine.
Comment je vais faire si je décide de me spécialiser à un moment donné, ce qui peut arriver, ce qui peut être très sympa aussi. Et, de toute façon, c'est le j'y vais, mais j'ai peur. Mais généralement, si on se pose cette question-là, c'est que déjà, on a du monde et c'est juste d'accepter et de s'autoriser à dire non aux autres demandes. Et là vient souvent un problème de je veux aider tout le monde. Derrière chaque peur se cache un désir. Exactement. Donc, le cap de la spécialisation, il est très simple. Vous le sentez très probablement. Vous le savez. Et ce moment-là, c'est juste le moment où, moi, par expérience que j'ai observé dans les personnes que j'ai pu accompagner, c'est le moment où toutes les autres problématiques commencent sérieusement à vous gonfler, quoi. Vous en avez vraiment marre et vous dites « Ah, mais ça, c'est génial, je m'éclate là-dedans. » Et puis là, il y a ça. Et là, à ce moment-là, il suffit parfois de faire une simple bascule et d'y consacrer toute son énergie. Et ça arrive. Et ça arrive vraiment. Après, c'est sûr, si vous avez 3 clampins qui se battent en duel sur un thème sur lequel vous avez envie d'être spécialiste, j'ai envie de vous dire, faites pas la bascule tout de suite. Par contre, soyez peut-être plus spécifique dans votre communication, dans vos choix de prescripteurs, communiquez peut-être beaucoup plus là-dessus que sur le reste, et petit à petit, la bascule se fera. Oui, ce sera possible, mais petit à petit. Évitez les switch on-off, que je trouve un petit peu ridicules des fois. Enfin, ridicule dans le sens dangereux. Plus que ridicule, en fait. C'est pas le bon mot. C'est-à-dire des gens qui vont dire « Ah, moi, j'en ai marre, je largue tout, maintenant, je fais ça à fond. » Ouais, mais tu as 3 clients, mec. Tu as besoin de chiffre d'affaires, tu as besoin de manger ou tu as de la thune de côté. Non, attends peut-être d'arriver à un certain volume où tu sens qu'il y a une mayonnaise vraiment qui monte et qui prend, où il y a de plus en plus de demandes, communique, sois débordé, et ensuite, tu pourras éliminer les autres demandes. Quitte à ce que ça te fasse un petit creux à un moment donné avant que ça se restabilise, plutôt que de faire des gros switches dès le départ. Tu vois ? Parce qu'on a toujours des choses à apprendre avec les autres problématiques aussi, de toute manière, selon moi, en tant qu'accompagnant. Mais c'est au début. Quand ça fait 4, 5, 6, 7 ans que vous exercez, qu'à un moment donné, c'est bon, vous en avez votre claque de faire des arrêts du tabac, je veux bien comprendre, mais vous en avez fait combien? Des centaines et des centaines. Donc là, ça se tient de faire un choix. Vous voyez ? Il y a des gens qui sont un peu en phase j'hésite à me spécialiser là, ici. Mettez yes dans le chat ou... Ouais. Delphine? Non, Fred, non. Delphine, ouais. Tu veux qu'on en parle rapidement? Ça peut être intéressant pour les autres. Ouais, mais en plus, ça peut peut-être apporter quelque chose aux autres. C'est que moi, je m'étais dit, à Montpellier, on est 12 000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est des personnes de mon entourage. Moi, c'était une reconversion pro. Des personnes qui m'ont dit « Oh là là, tu veux pas faire les enfants parce que les enfants, tu comptes… » Enfin bon, bref. En gros, c'est les gens qui m'ont amené dans la spécialisation. Après, je m'entends bien avec les enfants. Les enfants m'aiment bien. Ça passe bien, quoi. Il y a un feeling. Il y a eu ça et il y a eu des nanas qui venaient d'accoucher. C'était difficile et qui m'ont dit aussi ça, mais il n'y a personne pour accompagner. L'hôpital est complètement débordé. On ne peut pas avoir de rendez-vous pour tout ce qui est angoisse pendant la grossesse et après la grossesse. Et pareil, en fait, c'est plus venu à moi que l'inverse. Cela dit, je ne me spécialise pas. Comme tu dis, j'ai fait des flyers spécifiques pour ça, mais je flippais des arrêts du tabac, du poids. Et évidemment, j'ai des gens qui sont venus me voir pour les arrêts du tabac. Ah bah oui. Et évidemment que j'ai dit oui, j'ai accompagné, et ça m'a permis même de dédramatiser. Donc alors là, je confirme, fuyez pas parce que de toute façon, vous saurez le faire. Puis ça ne marche pas à tous les coups, mais tout ne dépend pas que de nous, en effet. Mais oui, voilà, moi, c'est plus le truc de niche, en fait. Il manque un peu de monde. Il y a une demande. Et c'est plus les gens qui sont venus parce que… des nanas, des mamans et des futures mamans. Parce que je les attire, je ne sais pas. Enfin, tu vois, ça se passe bien avec les gosses. Ok. Qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie de te spécialiser là-dedans? Les enfants. Alors, j'aime bien les enfants. Je suis restée un peu gamine moi-même, donc je suis sensible à l'univers des enfants. Donc ça, j'aime bien. Qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de me spécialiser là-dedans? Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, je considère presque pas ça comme du boulot. Tellement c'est sympa, c'est rigolo.
Critère intéressant, hein. Les autres, hein, si vous entendez, hein, je ne considère pas ça comme du boulot. Déjà, on est dans un critère de spécialisation assez intéressant, hein. Ça veut dire que là, on va vers plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, je vais vers. Je ne suis pas dans l'évitement, je vais vers. Et les femmes enceintes, parce que, ouais, je sais pas, c'était. Moi, j'ai bien aimé mes grossesses. C'est pareil, c'est quelque chose avec lequel je suis encore connectée, quoi. Et là aussi, c'est du plaisir, parce que je les envie un peu. Donc, je prolonge un peu ou je reprends un peu Prolonge l'expérience. des petits shoots par procuration. Mais c'est plus du plaisir. Cela dit, j'ai vachement peur si je me spécialisais, j'aurais peur de passer à côté d'autres spécialités qui vont peut-être aussi me faire waouh, trop bien. Et en même temps, qu'est-ce qui t'empêche de continuer à être spécifique sur ta communication tout en t'affichant comme généraliste, mais d'être spécifique et d'aller chercher, de développer un bouche à oreille autour de ça et de voir ce que ça donne? Ah, mais c'est clairement ce que je vais faire. Là, je viens de finir le révélateur. J'ai adhéré à une association de nanas entrepreneuses à Montpellier et j'ai l'intention d'offrir pour leur anniversaire à chacune des 75 membres une séance d'hypnose. Donc, j'ouvre grand les portes. Ah ouais, là, tu ouvres carrément les portes, donc c'est hyper intéressant. Soyons généreux, c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et puis les nanas, une fois qu'elles auront goûté, qu'est-ce que tu veux? Elles vont m'en parler, elles vont elles vont m'envoyer du monde. Surtout si tu leur demandes au passage. J'oublierai pas. Les avis, c'est la vie. Tiens, voilà 10 cartes de visite. Merci. Et c'est parti. Donc, effectivement, merci, je te remercie beaucoup pour ton témoignage parce que ça en est exactement là-dedans. En plus, ce que j'ai raconté avant, finalement, c'est exactement ce qui se passe pour toi. Et il y a cette notion d'affinité, mais il n'y a pas forcément la notion de côté définitif. C'est pour ça que la spécialisation, il y a un caractère parfois définitif, même dans le terme, mais aussi dans la manière que vous allez avoir de vous présenter. Et il y a cette espèce d'enjeu, et c'est pour ça que c'est une illusion, la spécialisation. Tu peux être tout à fait généraliste, mais être tellement spécifique sur ta com, sur tes actions de communication, sur tes démarchages, sur toutes ces choses-là, que de fait, finalement, tu te retrouves à faire 90% d'enfants et des problématiques que tu as évoquées là, et 10% de reste qui vient par d'autres moyens de communication. C'est quand on commence à raisonner en termes de com, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs pôles d'attraction client. Ton site web peut être un pôle généraliste, une publicité peut être un pôle sur les enfants, ton démarchage et ton réseautage peut être sur les enfants, mais tu n'es pas obligé d'afficher, de mettre sur le front que tu es spécialiste dessus, on s'en fout. Parce que de fait, tu le seras. Tu fais ça pendant 10 ans, ça t'éclate, pendant 10 ans, c'est toujours plaisir, tu ne fais plus que ça. À un moment donné, effectivement, il faudra peut-être l'afficher quelque part, ce sera plus simple. Tu vois? Ou avant, pas forcément 10 ans. Il y avait Michel aussi, et Barbara et Christelle aussi, qui s'est spécialisée et qui dit par cohérence avec son boulot actuel et par affinité. Il y a la notion d'affinité qui est intéressante dans ce que dit Christelle. D'ailleurs, Michel, tu t'es spécialisé dans quoi? Moi, je ne suis pas encore spécialisée, mais moi, vu que je pratique les massages, je voudrais enchaîner avec une spécialisation, une particularité de travailler avec le corps, en fait. Alors, et sinon aussi, moi, c'est les enfants qui m'attirent. Alors, moi, les enfants, par contre, ce qui me bloque un peu, c'est les parents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai entendu dire qu'il fallait recevoir les parents, la première séance, je veux bien, mais après, moi, je préférerais travailler juste avec l'enfant et non pas en concertation avec les parents, quoi. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Supervision, posture, oui. Supervision, posture, cadre. Là, on n'est pas dans de la com. On est dans de la posture de thérapeute. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. D'accord, ok. C'est oser le faire. Le jour où quelqu'un m'a dit, mais tu fais ce que tu veux, j'ai dit, alors du coup, je veux bien travailler avec les enfants, parce que moi, j'adore les enfants. Voilà, mais après, après, il y a aussi, par rapport à mon métier actuel avec lequel je veux faire la bascule, je me dis, j'aimerais me servir de ça, de tout ce qui se passe dans le corps des gens qui ne sont pas bien, et pour arriver à leur faire sentir le lien avec le cerveau et le corps et vice-versa. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais le corps-cerveau, et puis là… Alors, mais tu vois, ça, ce n'est pas une spécialisation, c'est une approche thérapeutique. Ah. Tu vois, pareil, on parle de spécialité. Donc là, tu as une approche thérapeutique par le corps. Ouais. Que tu développes ton approche thérapeutique, c'est une chose.
la spécialisation est souvent inhérente à des problématiques. Alors que tu deviennes spécialiste de toutes les problématiques corporelles, à la rigueur, c'est-à-dire tu te dis, moi je travaille exclusivement sur comment le corps parle, donc à la rigueur c'est une approche thérapeutique, mais qui doit partir d'une spécialité sur des problématiques du corps, c'est-à-dire des gens qui disent, j'ai une douleur chronique, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours là, j'ai beau faire tous ces trucs-là, je ne sais pas, et que tu te spécialises dans les douleurs chroniques. Là, tu seras spécialiste des douleurs chroniques, mais ton approche thérapeutique, c'est ta manière de répondre au problème. Ou même sans douleur chronique, des fois, de prendre le symptôme comme, pour communiquer, quoi. Tu vois? Oui, mais ça doit partir d'un problème. Et c'est là où souvent on se bourre. Et je vois aussi, je suis désolé, mais des sites où on parle que vous allez aller mieux, vous allez aller mieux, vous allez aller mieux. Ok, on adore l'espoir, on adore tout ça. Mais là, ce qui déclenche le mouvement des gens, c'est quand ils ont mal. Vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est quand on chie, tu décides de faire appel à quelqu'un. C'est pas quand tu te dis, oh, j'ai envie d'aller mieux dans ma vie. Tiens. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, j'en chie. Sortez-moi de la merde. Ça, c'est une réalité. D'accord. Donc, après, c'est trouver le bon équilibre. On ne peut pas parler que des problèmes, mais c'est d'amener les gens vers le processus de transformation. Mais là, tu as typiquement, c'est de partir du problème. Ouais. Et c'est quoi le problème? Que les gens se disent, voilà, il faut que je trouve quelqu'un. Et là, que toi, tu sois une solution à cet endroit-là, c'est important. Mais c'est quoi le problème? Ça peut être les douleurs du corps, ça peut être… Parce que tu vois, pareil, la canalisation, par exemple, c'est un moyen de résoudre le problème. C'est une approche thérapeutique, ce n'est pas un problème. La canalisation? Non, mais je ne sais pas, tu as dit que de laisser passer les messages ou je ne sais pas quoi, là. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit de prendre le symptôme comme un message, quoi. Le symptôme, discuter avec le symptôme pour voir qu'est-ce qu'il raconte à la personne. C'est qui le symptôme? Le symptôme, le malaise. Hein? C'est le symptôme. Le symptôme. Oui. J'ai compris le symptôme. Et ok, elle demande à Jésus, pas de souci, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous, c'est son approche thérapeutique. Le symptôme. Oui. Non, le problème, la problématique, quoi, en fait, oui. Ok, là, j'ai compris. Ouais, mais franchement, avec l'accent, c'est pas évident. Hein, je te comprends. L'accent et ça, le langage non-verbal, en plus, excuse-moi. Je suis vraiment navrée. Mais le symptôme, oui, c'est le problème. Donc, c'est ça. Voilà. C'est la même chose depuis tout à l'heure. D'accord. Okay. Et c'est vrai qu'il a compris le synthol. Non. Tu fais du synthol. Ok, d'accord. Non, mais en fait, de prendre le problème corporel, et puis d'écouter qu'est-ce qu'il raconte, et puis de le prendre en compte, tout ça. Ouais. Mais ta communication et ta spécialisation sera basée sur comment la personne exprime le symptôme, donc le problème. Oui. Ta spécialisation… Comment le corps parle, en fait? Le corps parle? Non, le problème, c'est pourquoi la personne, elle se dit, putain, je vais prendre mon téléphone. Oui. J'ai besoin de quelqu'un. Il faut que j'appelle quelqu'un. Et c'est le nien, ta spécialité. Le problème, en fait, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je dois réfléchir à ça. Parce que je me dis, j'ai un outil là, avec le corps, avec les mains et tout. J'ai un outil entre les mains et je voudrais m'en servir pour faire ma spécificité. Oui, mais ça c'est ta singularité de thérapeute. Oui. C'est pas une spécialité. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Je vais faire un glossaire à la fin. C'est la singularité, c'est ton approche thérapeutique, comment tu vois les choses, c'est qu'est-ce qui te marque en tant que différenciation par rapport à d'autres thérapeutes. D'accord? Oui. La spécialité, c'est quels sont les problèmes que je traite et sur lesquels j'ai une expertise XXL. Ah oui. La spécificité, c'est de s'adresser spécifiquement aux gens, aux situations. Ouais. Et puis, je mets même un non-verbal. Tu vois. Ouais. Ouais, on a tendance, perso, j'avais tendance à mélanger un peu tout ça, tu vois. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire 1 heure dessus. Ouais, mais c'est délicat quand même. Quand tu expliques la spécialisation, on la pige bien. Tu parles du spécifique, on pige bien. Tu demandes dans les cas trucs et je me place où? Spécialiste, spécifique. Tu vois, c'est quand même… Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis,
Ouais, je trouve que il y a 3 ou 4% de spécialistes. Hein. Vraiment. Ben oui. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que ça prend un paquet de temps avant d'être spécialiste d'un truc. Quoi. C'est genre, je fais que ça, je suis une bête quoi, sur le sujet. Ouais. Je te pousse, je force le trait juste pour bien marquer la différence. Hein. Presque caricatural, mais on est là-dedans. Quoi. Je suis spécialiste là-dedans, je fais que ça, j'ai mon domaine d'expertise là-dedans, je fais que ça. Bah, c'est plutôt rare finalement. Oui. On peut avoir plus d'expertise sur certains sujets que d'autres, ça vient avec le temps et qu'on a plus de sensibilité à faire ça, mais de là à se coller sur le front, machin spécialiste de ça, il y a de la marge quand même. D'accord ? C'est pour ça que surtout en hypnose. Hein. Bah, surtout en hypnose, même dans d'autres trucs. Tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle de spécificité où vous allez développer une expertise sur un sujet, on va communiquer spécifiquement dessus. Là aussi, j'ai une sensibilité, une expertise sur tel sujet, je vais communiquer dessus. Mais ne croyez pas qu'il faut uniquement afficher que je suis spécialiste dans tel domaine pour pouvoir avoir des clients, parce que ça vient vraiment, 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 vraiment avec le temps. Si ça doit venir, moi, quelqu'un que je connais, ça fait 10 ans qu'il pratique, il fait 100 séances par mois, il reste généraliste. Hein. Pourtant, il a de l'expertise sur plein de sujets, hein, ça, je ne pas une seule seconde. L'expertise, pour toi, ce serait aussi de la spécificité ou du spécialiste? L'expertise, ça se construit avec le temps. C'est de là à être spécialiste, pour moi, ça veut dire que tu ne fais plus que ça. Ton expertise, c'est quand tu as l'habitude d'accompagner ce genre de personnes, tu as à la fois des connaissances théoriques et en même temps, tu as une connaissance pratique en fait, du domaine. C'est la personne, elle arrive, en 2-3 phrases, tu captes un petit peu ce qui se passe pour elle, tu sais poser les questions justes, tu pourras lui raconter sa vie et ce genre de choses. Pour moi, c'est ça l'expertise. Tu vois ? Donc ça aussi, ça vient avec le temps. Et la notion de spécialisation, c'est plus une histoire de positionnement pour le coup. Ça veut dire comment je choisis de me montrer au monde. Est-ce que je me montre au monde en tant que spécialiste ou est-ce que je me montre au monde en tant que je montre au monde, je vais chercher les choses qui m'intéressent, que j'ai envie d'accompagner et de faire. Et de là à mettre l'étiquette, tu vois, machin spécialiste du sommeil, tu as des experts, des vrais spécialistes, experts, tout ça, il n'y en a pas beaucoup au final. Et souvent, c'est un mot que j'entends dans tous les sens et c'est des recherches et des quêtes, alors que finalement, c'est que des fuites la 3/4 du temps. Mais à chaque fois, on l'entend dans les forums, dans les trucs et tout ça. Quelle est votre niche? Cherchez votre spécialisation. Et c'est peut-être le terme qui est galvaudé. En fait. C'est le terme qui est totalement galvaudé, surtout dans nos métiers. En fait. La notion de niche, c'est la notion de spécificité, quoi. Quand on dit niche, c'est je m'adresse à une certaine catégorie de population. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas traiter ou accompagner d'autres personnes sur d'autres types de populations. De problème. Tu m'as compris. Donc la spécialisation, faites gaffe. Hartung, hein. Surtout dans nos métiers. Quoi. C'est plus clair pour toi, Fred? Un peu, ouais. Oui, mais ça va faire. Ça va faire son chemin, t'es sûr? Ouais, ça va faire son chemin. Au pire, on repose des questions et puis on refait un truc. Hein. Ah non, j'en referai pas là-dessus. Non, je déconne. Non, mais après, ce sera intéressant. Ouais, je sais pas, de voir l'évolution. Je sais pas, à voir. Ouais. Qu'est-ce qui te questionne? Ça peut être intéressant pour le coup pour les autres. Qu'est-ce qui te questionne encore sur ce flou entre les deux? Non, c'est la position, la différence de position entre le spécialiste, le spécifique, quoi. C'est vraiment la posture, sans parler d'être hautain, parce que c'est pas une question d'être hautain ou d'être d'égo ou quoi que ce soit de spécialiste. Mais effectivement, dans le mot spécialiste, du coup, je trouve ça, alors c'est pas le mot réducteur, mais du coup, il est amené à faire que ça. Oui. Tu vois, il y a presque comme tu avais dit avant, l'aboutissement, finalement, il est tellement bon qu'il est connu pour ça et on l'appelle que pour ça. Et puis, malheureusement, s'il veut continuer, il fait que ça. Et à force de faire que ça, il fait rien d'autre. Et le fait de faire rien d'autre, il est réduit à faire que ça. Tu vois, c'est pour ça qu'elle dit. Alors que le spécifique. C'est dans la communication, le spécifique. C'est important, hein. C'est d'ajouter spécifique à communication. C'est dans sa manière d'aller chercher du client, de se présenter et de ce genre de choses. On va être plus spécifique, on va être plus précis dans notre manière d'aborder les problématiques, d'aller chercher les gens, un peu comme on parlait tout à l'heure, je vais aller dans tel endroit où il y a le public cible et je vais parler de ce que je fais, où il y a déjà ces gens-là. Donc là, on va devenir spécifique sans pour autant se présenter comme un spécialiste qui ne fait pour le coup que ça, qui peut être super. Après, j'en connais plein, ils ont des besoins de variété aussi, mais j'en connais d'autres
Enfin, c'est pour ça que je te dis, le spécialiste, tu le sens, quoi. Ça vient tout seul. C'est à un moment donné, tu n'as plus envie que de faire que ça. Et ils peuvent faire ça pendant 10 ans et ils deviennent des méga spécialistes et des références après derrière. Ça devient des références. Ce n'est pas forcément réducteur. C'est quand tu deviens une référence, c'est que tu es le numéro 1 à aller voir sur telle problématique d'une certaine manière. Mais ça dépend des gens pour le coup. Ouais. Là, je parlais de moi parce que j'avais mis dans un commentaire dans les trucs, là, pour moi, je dis réducteur parce que, comme j'avais marqué, j'ai bossé pendant des années en usine à faire tout le temps la même chose et je ne me vois pas faire de l'hypnose et faire tout le temps la même chose. Et voilà, donc tu sais déjà que toi, cette notion de est-ce que je dois devenir spécialiste pour vivre de mon activité, c'est niet. Par contre, d'être plus spécifique dans ta com, ça, je le recommande à tout le monde pour le coup. Et au contraire, ça donne beaucoup de variété, je trouve, d'être spécifique dans ça. Tiens, cette année, j'ai plus envie d'aller chercher tel et tel public. Cette année, j'ai plus envie d'aller chercher tel et tel public. À force, tu as ton expertise qui monte, mine de rien, sur tous les sujets. Oui, mais parfois, c'est large couple, parentalité. Attends, je réponds juste aux questions de Nora. Oui, c'est plus large, couple, parentalité pour ma part. Couple et parentalité, c'est certes un sujet large, mais je veux dire, tu as de la place. Hein. Problème de couple. Je dis ça à tout le monde, le problème de couple. On sait à peu près tous de quoi on parle. Non. Donc, on est quand même sur quelque chose de plutôt spécifique sur les problématiques de couple et de parentalité. C'est spécifique, en plus, ça touche beaucoup de monde. Après que tu ailles plus dans la spécificité de ce qui se passe chez les gens, ça peut être intéressant. Tu vois, par exemple, dans les problèmes de couple, il peut y avoir plein de sujets. C'est là où, dans ta communication, tu peux faire des articles sur tel sujet, ou des lives sur tel sujet, ou des événements, ou des ateliers sur tel sujet, plus spécifiques pour le coup, dans la thématique du couple. C'est intéressant quand on m'a dit que pour la visibilité, c'est intéressant car on m'a dit que pour la visibilité, il faut se spécialiser. Finalement, c'est qu'il faut une communication spécifique. Bingo, c'est exactement ça. Fred, tu voulais dire quelque chose, Frédéric? Enfin, l'autre Fred. Oui, je voulais rebondir justement sur ce qu'a dit Frédéric et qu'on peut mettre en lien avec ce qu'a dit Barbara, non pas Barbara, une autre dame qui veut faire des enfants. Delphine. Voilà, Delphine. Pour être spécialiste, déjà, ça demande des années, comme tu as dit, c'est vrai, et puis il faut en avoir envie personnellement aussi. Je veux dire, Delphine, elle a dit oui, quand je travaille avec les enfants, je m'amuse, j'ai pas l'impression que je suis au boulot. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir cette notion-là aussi pour être plus spécialiste, parce que c'est quelque chose qui nous plaît et dans lequel on a une grande expertise. Exactement. Ah oui, Après. Ah oui, donc c'est pour ça que j'entends beaucoup, comme le disait Charlotte, il faut se spécialiser, il faut se spécialiser, il faut se spécialiser. Non, il y a un biais derrière ce mot et c'était tout l'objet de ce live pour vous permettre de faire la distinction claire par rapport à ça et arrêter de vous laisser embarquer dans juste un élément de langage qui est mal compris, à mon sens. Parce que finalement, si on regarde un peu sur Internet, les hypnos et autres d'ailleurs, qui se disent spécialistes, ils le sont peut-être pas forcément. Oui, il peut y avoir une volonté quand même de le faire, mais ça, pour moi, c'est très très rare et c'est souvent une fuite. Pour y arriver, ça prend du temps. Ouais, exactement. Bon. Voilà. On est good? Yes. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier live. J'ai posté le sujet du prochain live, je pense, dès ce soir ou demain. Je l'ai déjà déterminé. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier live de l'année. Merci beaucoup. Merci. Des bisous. Ciao, ciao.